Alors, on commence un nouveau chapitre où on va traiter de l'intégrale de Riemann. Et on va le faire absolument rigoureusement du début à la fin. Alors, on ne se concentre pas sur des formules d'intégration, mais bien sur les fondements. Comment est-ce qu'on définit l'intégrale de Riemann de manière rigoureuse mathématiquement. J'aurais pu choisir de le faire pour des fonctions qui vont de Rn vers R en général, mais j'ai choisi de le faire seulement pour des fonctions qui vont de R vers R afin de faciliter les explications. Mais sachez que tout ce que je fais ici, je suis capable de le faire pour des fonctions comme on a vu en calcul multivariable. Hein. Donc, je pourrais aussi bien faire l'intégrale double que l'intégrale triple de la même manière que je vais le présenter ici. Hein. Donc, c'est juste une question de commodité, de facilité de présentation. Je veux juste souligner le fait que je parle de intégrale de Riemann. Ça laisse peut-être sous-entendre qu'il y a d'autres types d'intégrales. Puis effectivement, il y en a d'autres. Et puis, vous verrez ça dans des cours de mathématiques plus avancés. Il s'avère que l'intégrale de Riemann est très utile pour faire certaines choses, mais pour d'autres choses, quand on commence à pousser un peu la théorie, il y a des défaillances majeures avec l'intégrale de Riemann, et puis qui nous poussent à revoir, repenser le concept d'intégration. Donc, je vous mentionne ça tout juste en passant de même. Sachez que vous n'avez pas fini de parler d'intégration après que vous avez vu et compris l'intégrale de Riemann. Donc, dans la capsule 40, je vais commencer à poser certaines définitions. Entre autres, je vais parler du concept de partition d'un intervalle. Et puis, je vais associer à ce concept-là le concept de somme supérieure et de somme inférieure. Alors, une partition d'un intervalle AB, c'est probablement quelque chose que vous avez vu un peu en première année. Donc, je le revois ici. C'est un ensemble fini de points qui sont dans l'intervalle AB, mais on les numérote de telle sorte qu'on a la convention suivante. Donc, le premier point ici, c'est toujours A. Ensuite, donc ça c'est x0, ensuite x1 est plus grand que x0. Vous voyez les inégalités strictes ici. On ne peut pas avoir répétition. x2 plus grand que x1 jusqu'à xn qui est le point final B. On dit que la taille de la partition, c'est le plus grand nombre qu'on obtient en faisant la différence successive des points. Donc, si on veut, là, c'est la largeur du plus grand sous-intervalle délimité par ces points ici. OK? Donc, juste avant d'aller au prochain concept, si vous avez ici la droite réelle, et puis je mets le point A ici et le point B là. Alors, voici une partition de l'intervalle AB. C'est le point x0, x1, x2, x3, x4. Hein, donc, en général, il peut y en avoir n, il faut qu'il y en ait un nombre fini. Donc ici, pour avoir la taille de la partition, je regarderai c'est quoi la plus grande largeur des sous-intervalles suivants. Donc là, j'étais probablement celui-ci, mais je n'ai pas d'échelle pour savoir, mais ça serait la largeur de cet intervalle. Ici, ça serait la taille de la partition. OK. Alors, on va avoir besoin de considérer l'ensemble de toutes les partitions possibles de AB. Alors, le AB, lui, il va toujours être fixé. Et puis, je vais regarder, bon, toutes les partitions possibles de cet intervalle AB-là. OK? Donc, pour être dans cet ensemble ici, il faut que j'ai un ensemble de n plus 1 points qui satisfont cette définition-là. OK? Donc, voilà pour une partition. Alors, pour
Maintenant, si j'ai une fonction, donc ce concept ici, ça dépend juste de l'intervalle comme tel, AB. Okay, j'ai AB, et puis je sélectionne des points dans l'intervalle AB qui satisfont cette propriété ici. Maintenant, j'ajoute une fonction dans le mélange. Supposons que j'ai une fonction f qui est définie sur AB. Donc, il va de AB vers R. Aussi une fonction bornée. Donc, elle n'est pas obligée d'être continue dès que son graphe ne s'en va pas à l'infini. Il n'y a pas d'asymptote vertical. Donc, une fonction bornée. Et puis, supposons que j'ai une partition de AB, c'est-à-dire un ensemble de points x0, x1 jusqu'à xn là, qui satisfont cette propriété ici. Alors, je vais définir des quantités associées à la fonction et à la partition. Première chose que je définis, c'est m minuscule de f. Je prends l'ensemble de tous les f de x pour x appartenant à AB. Bon, la fonction f est bornée, c'est-à-dire que cet ensemble ici, il est borné. C'est ça que ça veut dire, que la fonction soit bornée, c'est que cet ensemble ici soit borné, inférieurement et supérieurement. Alors, m minuscule de f, je vais prendre l'infimum de cet ensemble-là. Parce que c'est un ensemble, un sous-ensemble des réels qui est borné inférieurement, son infimum existe. De même, m majuscule de f, ça va être le suprémum de cet ensemble ici. OK? Bon, là ensuite, je vais avoir des quantités qui sont analogue à ceci, mais dont je mets un indice i pour désigner la chose suivante. Alors, je vais prendre l'ensemble des valeurs de f de x pour x qui appartient à l'intervalle xi-1, xi. Donc, je regarde à un des intervalles définis par les points de ma partition. Okay? Alors, ça aussi, ça va être un ensemble qui est borné. Si f est borné partout sur AB, il est clair qu'il va être borné sur chacun des sous-intervalles qui sont contenus dans AB. Donc, je vais définir l'infimum de cet ensemble-là par mi. Donc, ici, c'est clair que j'aurai probablement un nombre différent dépendant de où je suis dans la partition. Donc, à chaque sous-intervalle associé à la partition, j'associe un nombre mi de fp qui essentiellement est défini comme ceci. Alors, remarquez que ceci, je n'ai pas mis de p. Pas mis de p parce que la partition n'apparaît pas. Je prends l'infimum sur tout AB et le suprimum sur tout AB. Ici, je prends l'infimum sur cet intervalle ici. Et ici, je vais faire la même chose. Je vais prendre le suprémum des f de x qui sont tels que x appartient à xi-1, xi. Et puis j'ai un nombre pour chacun des i allant de 1 jusqu'à n. Alors, ce que je vais faire maintenant pour... je vais définir deux autres quantités que je vais appeler S minuscule de fp et S majuscule de fp. Alors, S minuscule de fp, je vais prendre mi de fp, ce nombre ici. Je vais multiplier par la largeur de l'intervalle xi-1, xi, et je vais faire la somme sur tous les i allant de 1 jusqu'à n. OK? Alors, j'ai n nombres ici. Je multiplie chacun de ces nombres-là par la largeur de l'intervalle correspondant dans ma partition, puis je fais la somme. Donc ça, c'est une quantité qui est bien définie. Je vais appeler ça la somme inférieure de f pour la partition P.
c'est clair que c'est une quantité qui fait intervenir la partition. Donc, ça dépend de la partition. Hein, parce que ces nombres ici dépendent de la partition. Hein, ces nombres ici dépendent de la partition. Donc, il faut que j'ai fixé la partition au départ pour pouvoir calculer ça, ça, ça. Et puis, celle-ci, ça va être la même chose, sauf que je vais faire la somme des M majuscule I de FP fois la largeur. Donc ça, j'appelle ça la somme supérieure de F pour la partition P. OK, alors, voilà maintenant pour ces définitions-là. Donc, partition, les MI minuscules, les MI majuscules, somme inférieure, somme supérieure. Bon, à partir des manières que j'ai défini ces quantités-là, il y a certaines choses qui sont claires. Premièrement, si je prends sur un intervalle I donné, je regarde MI de FP, je regarde ce nombre-là, puis je le compare à ce nombre ici. Donc, pour un I fixé, ça c'est l'infimum d'un certain ensemble, puis ça c'est le suprêmum du même ensemble. Donc, l'infimum est plus petit ou égal au suprêmum. Okay? Donc, ça, c'est vrai pour tous les I. Mais, quand je regarde ici l'infimum de F sur cet intervalle ici, comment ça compare à l'infimum de F partout sur l'intervalle AB? Okay? Donc, clairement, ici, j'ai juste un sous-intervalle restreint de l'intervalle AB. Je regarde en quelque sorte l'infimum, la plus grande borne inférieure. Mais quand je sors de cet intervalle ici, c'est possible que les valeurs de F diminuent encore plus. C'est-à-dire que cette quantité ici, en général, là, elle sera plus petite ou égale à chacune de ces quantités ici. Donc, M minuscule de F est plus petit ou égal à ça. Et pour la même raison, les M majuscules I sont plus petits ou égal à M majuscule de F, qui lui était le suprêmum sur tout AB. Ici, j'ai le suprêmum seulement sur le sous-intervalle xi-1, xi. Ici, j'ai le suprêmum sur tout AB. Alors, c'est clair, je vais avoir cette relation ici. Donc, cet ordre-là est vrai pour tout I égale 1 jusqu'à n. Alors, si maintenant je prends chaque côté de ceci, puis je multiplie par la quantité positive xi moins xi-1. Je vais avoir m minuscule de f fois xi moins xi moins 1, plus petit ou égal m minuscule ifp fois xi moins 1, plus petit ou égal à m majuscule i fp xi moins 1, plus petit ou égal à m majuscule f fois xi moins 1. Encore une fois, vrai pour tout i allant de 1 jusqu'à n. Hein, tout ce que j'ai fait, j'ai pris chaque terme dans cette inégalité, cette série d'inégalités ici, puis je les ai multipliées toutes par la même quantité positive. Puis là, maintenant, si je fais une somme, la somme, ça préserve l'ordre, donc la somme de i allant de 1 jusqu'à n de m minuscule de f fois xi moins 1, plus petit ou égal somme de i allant de 1 à n, mi minuscule fp xi moins 1,
plus petit ou égal somme de i allant de 1 jusqu'à n, m majuscule i, plus petit ou égal somme de i allant de 1 jusqu'à n, m majuscule de f fois xi moins xi moins 1. Donc, les termes qui sont dans le milieu, ici, ça, on avait défini ça comme S minuscule de Fp. Ça, ici, on avait défini ça comme étant S majuscule de Fp. Regardons les termes aux deux bouts. OK? Les termes aux deux bouts, là, ben, ça, c'est un nombre, c'est une constante qui dépend juste de F, qui ne dépend pas de la partition. Hein? C'est l'infimum de F sur tout l'intervalle AB. Donc, c'est une constante. Il n'y a pas de i ici, alors je peux le sortir de la somme. Puis ensuite, je fais la somme des xi moins xi moins 1 pour i allant de 1 à n. Donc, je fais la somme de la largeur de chacun des sous-intervalles. Okay? Donc, ça, c'est clair que ça va donner b moins a, la largeur totale de l'intervalle AB. Donc, j'ai que m minuscule de f fois b moins a plus petit ou égal s minuscule de fp plus petit ou égal à s majuscule de fp plus petit ou égal, et la même chose ici, ça c'est m majuscule de f fois b moins a. OK? Donc ça c'est une inégalité fondamentale. OK? Cette inégalité-là, elle est vraie peu importe la partition. Okay? Vous avez AB, vous avez une fonction. Peu importe la partition que vous faites, vous allez toujours avoir cette relation ici. OK? Donc, très important. Ceci, donc, est vrai pour toute partition de AB. Donc, les ensembles suivants, V majuscule, qui est l'ensemble de toutes les valeurs possibles qu'on peut avoir pour la somme supérieure en considérant toutes les partitions possibles. Donc, okay, donc ici, c'est clair que cette quantité-là va dépendre de la partition. OK? Donc, à chaque partition, je peux avoir un nombre a priori différent ici. Alors, je peux considérer l'ensemble de toutes les valeurs des sommes supérieures possibles. Okay? Étant donné les partitions des partitions de AB. Et la même chose ici pour W. W, ça va être l'ensemble de toutes les sommes inférieures possibles, en considérant toutes les partitions possibles de AB. Ce sont donc des ensembles réels. Hein? Donc, pour chaque P, ce qu'on a ici, c'est un nombre. Donc, ça, c'est un sous-ensemble de réels. Même chose pour ceci, c'est un sous-ensemble de réels. Et ce sont des sous-ensembles de réels bornés. Ils sont bornés supérieurement par ce nombre réel ici, puis ils sont bornés inférieurement par ce nombre réel ici. Okay, donc, bornés supérieurement par m f b moins a et inférieurement par m minuscule de f b moins a. Okay, donc, ça veut dire que les sup et les inf de ces ensembles-là existent. Alors, à la prochaine capsule, on va donner des noms spéciaux aux sup et aux inf de ces ensembles-là, et puis on va les étudier.